Imaginez la scène. La vérité éclate brutalement sur la place publique, mais dehors, les blindés avancent, impassibles, comme s'ils n'avaient rien entendu. À quoi sert la justice face au canon? Cette question, vieille comme la politique, secoue aujourd'hui l'Afrique avec une urgence sans précédent. Elle résonne bien au-delà des frontières de l'Ouganda. Elle touche tout un continent, voire le monde, car la tension entre vérité et pouvoir armé n'est pas nouvelle. Mais elle prend aujourd'hui une dimension inédite, à l'ère du numérique et de la transparence impossible à museler. Le 6 février 2026, la Cour suprême de Kampala rend un verdict qui fera date dans les annales judiciaires du continent africain. Sa décision tombe comme un coup près. Elle dévoile une fraude électorale massive, organisée méthodiquement par Yoweri Museveni, président depuis 39 ans. Les preuves sont accablantes, numériques, impossibles à réfuter. Les experts en cybersécurité, dont certains ont travaillé sur des audits électoraux dans d'autres pays, on pense aux enquêtes sur les élections contestées au Kenya en 2007, ou encore la crise des serveurs au Ghana en 2012, révèlent ici l'impensable. Avant même que le premier bureau de vote n'ouvre ses portes, les serveurs officiels affichaient déjà les résultats finaux, truqués au profit du régime. On retrouve dans les bases de données les traces d'une manipulation sophistiquée, des scripts informatiques injectés à heure fixe, la création secrète de comptes administrateurs, la falsification massive des logs techniques. Dans un rapport détaillé, un expert explique comment, à la minute près, les résultats ont été surchargés, effaçant la véritable avance de Bobi Wine. Ce dernier, icône de la jeunesse ougandaise, sort en tête dans les données authentiques, extraites par des hackers bénévoles et des observateurs internationaux. Ce n'est pas juste une suspicion. C'est une vérité mathématique, gravée dans le sel du numérique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ils sont implacables. En quelques heures, le mythe d'un pouvoir inébranlable, construit patiemment pendant presque 4 décennies, se fissure. C'est un moment aussi brutal que la chute du mur de Berlin en 1989, ou la révélation des Pentagon Papers aux États-Unis en 1971. 39 années d'autorité sont pulvérisées par la froideur d'une preuve digitale, impossible à maquiller ou à faire taire. Dans d'autres pays, une telle révélation aurait enclenché une transition politique. On se souvient de la réaction de la Cour constitutionnelle kenyane en 2017, invalidant l'élection présidentielle pour cause d'irrégularité. Mais ici, c'est tout l'inverse. La riposte est immédiate et militaire. Ce ne sont pas les manifestants qui envahissent les rues, mais les soldats. L'armée verrouille Kampala, quadrille les accès, coupe les communications. La victoire judiciaire se transforme en cauchemar militaire, et la décision historique de la Cour se heurte à la brutalité d'un régime qui n'accepte aucune défaite. L'Afrique entière retient son souffle. Si même la preuve absolue ne suffit pas à stopper les armes, la justice a-t-elle encore un sens? L'avenir politique de l'Ouganda, et peut-être celui du continent, se joue désormais sur une ligne de front invisible, entre vérité et violence. Le monde observe, comme lors de l'élection annulée en Côte d'Ivoire en 2010, ou les printemps arabes, où la rue et la loi se sont affrontés sans merci. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la portée de ce verdict, il faut revenir sur l'ascension de Museveni et l'espoir incarné par Bobi Wine. Ce n'est pas seulement une histoire d'élection, c'est celle d'une génération, d'un pays pris au piège d'un système verrouillé et d'une jeunesse qui refuse de plier. Comment un héros de la libération s'est-il mué en monarque moderne? Pour saisir le choc du verdict de la Cour suprême en février 2026, il faut remonter au premier jour de l'ère Museveni. En 1986, Yoweri Museveni entre à Kampala en libérateur, acclamé par les foules, porteur d'espoir après des années de terreur sous Idi Amin Dada et Milton Obote. Il promet la démocratie, la paix et la fin de la corruption. Pendant un temps, il incarne le rêve africain d'un renouveau politique. Mais très vite, sous le vernis des discours d'ouverture, une autre réalité s'impose. Museveni construit patiemment un système où chaque institution, armée, justice, commission électorale, presse, affiche une façade démocratique tout en obéissant à ses ordres. Les élections sont organisées,
mais sous surveillance permanente. Chaque liste d'électeurs est filtrée, chaque commission locale est infiltrée par les fidèles du régime. La presse existe jusqu'au moment où elle franchit la ligne rouge. Plusieurs journaux sont fermés, des journalistes emprisonnés. Certains se souviennent du sort réservé au Daily Monitor en 2013. La justice fonctionne, sauf pour contester le sommet du pouvoir. Les magistrats sont nommés par le président, les contestataires mutés ou mis à la retraite anticipée. Les opposants ne sont pas interdits. Parfois, ils sont même mis en avant pour donner des gages de pluralisme. Mais dès qu'une menace se profile, la répression s'abat. Arrestations arbitraires, intimidation, violence, disparition. C'est une démocratie où la peur demeure, tapie derrière chaque loi. Des exemples abondent. Kizza Besigye, principal rival de Museveni pendant plus de 15 ans, a été arrêté à maintes reprises, sa maison encerclée, ses partisans dispersés à coups de gaz lacrymogène. Pour la communauté internationale, la façade tient bon. Beaucoup préfèrent croire à l'histoire officielle, et l'illusion perdure. Les agences de coopération continuent de signer des accords, les diplomates évitent les sujets qui fâchent. Résultat, une génération entière d'Ougandais n'a connu qu'un seul président. Pour la jeunesse, la politique est synonyme de stabilité imposée, d'un quotidien verrouillé où l'avenir semble condamné à l'immobilisme. Les universités, autrefois foyers de contestation, sont surveillées, les mouvements étudiants, infiltrés. De cette lassitude surgit une voix inattendue, Bobi Wine, artiste devenu symbole d'une jeunesse avide de rupture. Son ascension fulgurante rappelle celle de Fela Kuti au Nigeria ou de Miriam Makeba en Afrique du Sud. Un musicien qui devient, à force de courage, le porte-voix d'une génération frustrée. Sa musique, ses clips, ses discours inspirent des millions de jeunes qui voient en lui la promesse d'un avenir différent. Mais oser défier le système, c'est risquer la prison, la censure, la disparition. Accepter la façade, c'est étouffer. S'opposer, c'est s'exposer à tout perdre. En 2026, cette équation explose. Pour la première fois, l'opposition ne se contente plus de dénoncer. Elle s'organise, prépare l'affrontement et s'appuie sur des preuves impossibles à balayer. Elle se dote d'équipes techniques formées dans la diaspora, s'inspire des stratégies utilisées lors des élections contestées en Biélorussie ou à Hong Kong. Surveillance des serveurs, collecte en temps réel des résultats, centralisation des plaintes et des vidéos d'irrégularités. Mais rien n'a préparé le pays, ni le régime, ni la population, à la bombe que la Cour suprême va bientôt lâcher. Car ce qui s'annonce ne ressemble à aucun précédent africain. S'il y a eu des fraudes ailleurs, jamais la mécanique n'aura été révélée avec une telle précision technique, ni exposée aussi froidement devant le monde entier. Les urnes truquées, les serveurs compromis, et cette fois, tout est consigné. Le cœur du conflit est exposé, là où la technologie vient briser le cycle séculaire d'impunité. L'opposition n'avait pas seulement anticipé la fraude, elle avait recruté des experts capables de traquer chaque action suspecte, chaque manipulation, minute après minute. Des jeunes codeurs, formés à Nairobi, Londres ou San Francisco, ont développé des outils de surveillance, inspirés des applications utilisées pour surveiller les élections en Géorgie ou en Estonie. Dès le début du dépouillement, les soupçons se muent en certitude. Les analyses des métadonnées, les rapports d'observateurs internationaux, les journaux techniques, tout contredit frontalement les chiffres officiels. Ce ne sont plus de simples accusations, ce sont des preuves numériques, recueillies avec rigueur. Chaque accès illicite, chaque résultat préchargé, chaque trace laissée avant même l'ouverture des bureaux de vote est archivée, analysée, recoupée avec les témoignages locaux. Pour la première fois en Ouganda, peut-être même en Afrique, une cour de justice détient une preuve technique impossible à réfuter. Les experts accèdent au serveur central. La victoire de Yoweri Museveni y était inscrite avant que le moindre bulletin ne soit saisi. Derrière le score triomphal, la vérité transperce. Tout était décidé d'avance. Les rapports techniques, signés par des auditeurs étrangers, sont publiés dans la presse internationale, repris par des ONG comme Human Rights Watch et Amnesty International. Les chiffres authentiques,
dissimulés sous les strates de falsification, révèlent une opposition largement en tête au départ. Les avocats de Bobi Wine présentent à la Cour suprême des rapports étrangers, des journaux horodatés, des séquences de modifications informatiques. Désormais, même les proches du régime peinent à nier l'évidence. Certains membres du parti au pouvoir, pris de panique, évitent les médias ou se réfugient à l'étranger, redoutant l'effondrement imminent du système. L'onde de choc numérique pulvérise d'un coup l'image de légitimité que le régime avait patiemment construite depuis près de 40 ans. Les médias du monde entier s'en emparent. Bruxelles, Washington, Londres, tous les regards convergent vers Kampala. Des éditoriaux cinglants paraissent dans le New York Times, le Guardian, Le Monde. La communauté internationale, qui autrefois se réfugiait derrière des préoccupations, se retrouve confrontée à une fraude mise à nu, implacable. Mais une question lancinante demeure. Que vaut la vérité quand le pouvoir refuse d'y céder? Si cette preuve, aussi éclatante soit-elle, ne change rien, elle devient le sinistre présage d'un monde où la justice échoue à renverser l'autocratie. Les Ougandais retiennent leur souffle. Le destin de la vérité, et peut-être celui d'une génération entière, est suspendu à ce moment. Le verdict de la Cour ne fait pas tomber le régime. Au contraire, il déclenche une nouvelle confrontation, où la force brute répond à la transparence absolue. Cela rappelle d'autres épisodes historiques. On pense au refus de l'armée algérienne en 1992 de respecter les résultats électoraux, ou à la sanglante répression de Tiananmen en 1989 en Chine. La rue s'embrase, tandis que l'opposition tente de transformer la victoire morale en mouvement populaire. Mais le pouvoir, acculé, mobilise ses forces pour écraser toute contestation. Les réseaux sociaux deviennent des champs de bataille, où l'on partage en direct les images des blindés, des arrestations, des coups de feu. Des figures de la société civile, des artistes, des religieux prennent la parole pour tenter d'apaiser les tensions, mais la peur domine. La justice vient de trancher, mais la rue sent la poudre. Qui aura le dernier mot? Dans les heures qui suivent le verdict, Kampala devient une ville assiégée. Des blindés patrouillent chaque carrefour majeur. Le président Museveni, fidèle à son instinct de chef de guerre, déploie toute l'armée, place la police et les renseignements sous son contrôle direct. Pour lui, aucune place à la négociation. Il croit que la force brute peut écraser la légitimité restaurée par la justice. Dans les coulisses, le pouvoir s'accroche. Ministres, généraux, fidèles du régime doivent jurer à nouveau leur allégeance, dans des cérémonies secrètes qui rappellent les purges soviétiques ou les serments de fidélité dans l'Irak de Saddam Hussein. Mais derrière cette discipline affichée, la tension monte. Même au sein de l'armée, le doute s'immisce. De jeunes officiers, formés à l'étranger, exposés aux idées modernes, commencent à remettre en cause l'ordre ancien. Les vétérans, jusque-là loyaux, hésitent. La fidélité envers Museveni a toujours été récompensée, mais le vent tourne. Certains évoquent le cas du Burkina Faso, où des officiers ont fini par rejoindre la contestation. Dans la rue et sur Internet, la jeunesse ougandaise s'éveille. Une génération née avec un écran dans la main refuse désormais la peur et le silence. Sur les réseaux sociaux, hashtags et vidéos dévoilent l'occupation militaire, appellent à la mobilisation, montrent chaque abus en temps réel, arrestations, matraques, visages ensanglantés. Cette énergie déborde du virtuel. Des rassemblements spontanés surgissent, malgré la peur, malgré la répression. Des groupes de solidarité se forment, des collectes de fonds s'organisent pour venir en aide aux familles des victimes. À l'international, la condamnation est totale. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation des Nations unies, tous dénoncent la parodie et réclament le respect du verdict. Mais pour l'instant, les paroles restent sans suite. Les pressions diplomatiques ne se traduisent pas en sanctions réelles. Derrière l'indignation, les calculs géopolitiques freinent toute rupture. Personne n'ose déstabiliser ouvertement l'Ouganda, clé de voûte fragile d'une région déjà en crise. Les diplomates rappellent le précédent du Zimbabwe, où des sanctions mal calibrées ont aggravé la crise sans faire tomber le régime. Toute l'Afrique de l'Est retient son souffle.
Une crise prolongée à Kampala ferait vaciller le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Kenya. Les frontières deviennent des lignes de fracture. Réfugiés, trafic, groupes armés, tous pourraient profiter du chaos pour s'étendre. L'instabilité ougandaise menace de se répandre comme un incendie sur la région. Des analystes évoquent le spectre de la région des Grands Lacs, déjà marquée par des décennies de conflits transfrontaliers. Pour Museveni, tout repose désormais sur un fil, la fidélité de l'armée. Si ce fil se brise, la chute sera brutale, et c'est toute la région qui pourrait plonger dans l'inconnu et la violence. À ce croisement, la légalité et la technologie ont frappé fort, mais l'affrontement avec la brutalité du régime ne fait que commencer. C'est un jeu dangereux, où chaque camp regarde l'autre, cherchant le moindre signe de faiblesse. La tension ne retombe pas. Chaque heure qui passe rapproche Kampala d'un point de bascule où nul ne sait ce qui adviendra. Les diplomates étrangers, les ONG, les entreprises internationales se préparent à évacuer leur personnel. Les ambassades distribuent des consignes de sécurité, les organisations humanitaires mettent en place des couloirs d'urgence. La vérité numérique est désormais irréfutable, mais sans plan d'action, elle reste stérile. Il ne suffit pas de prouver la fraude, il faut transformer la preuve en levier politique. Cela nécessite une stratégie, une discipline, un sens du timing. Les opposants étudient les manuels de résistance pacifique, s'inspirent de la révolution des œillets au Portugal, des mouvements civiques en Serbie ou en Tunisie. Devant l'ampleur de la fraude révélée, l'opposition, la société civile et leurs alliés internationaux se retrouvent à l'heure des choix. 3 voies s'offrent à eux: descendre massivement dans la rue, saisir la justice internationale ou tenter une négociation, dans l'espoir d'ouvrir une brèche dans l'armure du régime. Chaque option a ses précédents. La mobilisation de masse a fait tomber le président Blaise Compaoré au Burkina Faso. La justice internationale a condamné Charles Taylor au Libéria. Mais à quel prix? Les négociations, enfin, peuvent sauver des vies, mais aussi prolonger le statu quo. Chaque option recèle des périls considérables. Les manifestations pourraient dégénérer, car le pouvoir est prêt à tout pour survivre. Les recours internationaux, souvent laborieux, risquent d'être étouffés par la lenteur des procédures et la fatigue sociale. Les négociations, quant à elles, offrent au régime une excuse pour gagner du temps, sans rien céder sur l'essentiel. Dans tous les cas, le risque de division est réel. Certains prônent la radicalité, d'autres la patience. Dans cette impasse, la pression internationale devient un atout majeur. Sanctions ciblées, gel d'avoirs, isolement diplomatique, tous ces outils peuvent fissurer l'édifice du pouvoir. Mais aucun ne garantit une victoire rapide. Les autocrates savent détourner ces attaques ou patienter tant que la contestation interne manque de cohésion. L'exemple du Venezuela, où les sanctions ont affaibli la population plus que le régime, plane comme une menace. La clé réside donc dans la mobilisation populaire, aussi bien dans la rue que sur les réseaux. Il faut bâtir des alliances solides, un courage partagé, et surtout un récit qui transcende les clivages ethniques et politiques. Seule une unité authentique peut transformer la colère en force irrésistible. Les mouvements qui ont réussi, comme la révolution tunisienne, ont su rassembler des forces disparates autour d'un objectif commun. L'exemple ougandais devient un laboratoire pour tout le continent. La preuve numérique impose une vérité, mais elle n'a de pouvoir révolutionnaire qu'accompagnée d'une stratégie concertée. Les choix faits ici seront scrutés, imités ou adaptés partout où la démocratie est menacée. Les sociétés civiles du Nigeria, du Zimbabwe, de la RDC observent, prêtes à tirer les leçons de ce bras de fer entre la justice et la force. En revanche, l'inaction équivaut à une capitulation. Ne rien tenter, c'est accepter la dictature. Mais agir sans méthode, c'est risquer une répression brutale dont nul ne mesure l'issue. La mémoire collective garde la trace des printemps arabes, où l'absence de stratégie, parfois, a mené au chaos ou à la restauration de l'autoritarisme. En Ouganda, chaque heure compte désormais. Le pays tout entier retient son souffle, suspendu entre 2 avenirs radicalement opposés. La peur de la guerre civile, du chaos total, hante les conversations. Mais l'espoir d'un sursaut,
d'une victoire possible de la justice, anime les plus téméraires. Le serveur a parlé, la justice a tranché, et l'Ouganda retient son souffle. L'évidence numérique a brisé le mythe d'une victoire honnête, exposant Museveni, après près de 40 années de règne, sans son armure de légitimité. Derrière lui, il ne reste que des soldats et le vertige d'un pouvoir nu face à la vérité. C'est un moment comparable à la chute de Mobutu au Zaïre ou à la démission de Hosni Moubarak en Égypte. Le pouvoir paraît immense, mais soudain, il chancelle. Pour la première fois, une preuve irréfutable s'est imposée devant la Cour suprême. La fraude n'est plus un murmure, mais une certitude gravée dans la mémoire du pays. L'opposition n'a pas seulement remporté un procès. Elle a tatoué la réalité dans le cœur du système. Les jeunes, les femmes, les minorités ethniques, tous se sentent concernés. Dans les écoles, dans les marchés, dans les églises, on ne parle plus que de ce verdict historique. Mais que vaut une victoire judiciaire si le pouvoir refuse de l'admettre? À peine le verdict tombé, la capitale s'est figée, non pas en liesse, mais sous les chenilles des chars. Les urnes cèdent la place aux uniformes et la menace supplante la justice. La force répond à la preuve, imposant le silence. Le pays se retrouve à la croisée des chemins, comme lors du coup d'État au Mali en 2020 ou du soulèvement populaire au Soudan en 2019. Ce qui se joue dépasse le sort d'un homme. C'est la question suprême. La technologie et la loi peuvent-elles contraindre l'histoire à changer de route? Si la vérité numérique plie devant la violence, c'est une leçon amère pour toute l'Afrique. Mais si elle tient bon, alors s'ouvre la promesse d'une ère où la responsabilité politique devient horizon, et non plus mirage. Il faudra du courage, de la patience, et un engagement collectif sans faille, comme l'ont montré les transitions démocratiques en Afrique du Sud ou au Ghana. Pour chaque Ougandais, l'enjeu est immense: liberté, sécurité, avenir politique et dignité nationale. Pour les autres pays africains, c'est le rêve d'un destin commun qui vacille. Une victoire de la justice ici dessinerait, au-delà des frontières, la possibilité d'un futur où la vérité ne s'incline plus devant les armes. Ce serait un précédent éclatant, une source d'inspiration pour tous les peuples en quête de justice. Voici l'aube d'un choix historique. Technologie et droit ont ouvert une brèche dans l'impunité, mais c'est la vigilance et le courage collectif qui décideront de la suite. Car la vérité numérique n'est jamais une fin. C'est le commencement d'un combat où chaque citoyen devient acteur de son histoire. L'avenir de l'Ouganda, et peut-être de l'Afrique tout entière, se joue maintenant, dans la tension entre la lumière de la vérité et l'ombre de la force.